Voilà, bonjour à tous. Merci tout d'abord de n'être pas tenté de répondre aux sollicitations de votre insupportable. Alors cette soirée, c'est celle de la mutuelle Obéane que nous vous invitons chaque année pour la remercier d'être une vraie mutuelle, c'est-à-dire une mutuelle sans actionnaires. Les actionnaires, vous savez, c'est des gens qui commettent de mauvaises actions. Une vraie mutuelle que M. Fétichek est ici, son président, va vous présenter dans quelques secondes. Et nous donnerons ensuite la parole au docteur Pierre-Michel Perrineau, qui s'est mis dans le coin, je ne sais pas pourquoi, qui est un médecin militant. Alors, un médecin militant, il faut le savoir, c'est un médecin qui soigne ses malades avant que leur maladie ne se déclare. Alors, M. Perrineau, pour cela, est président de l'association Alerte des médecins sur les pesticides. Il est également administrateur de Secrets Toxiques, qui est un énorme ensemble d'associations anti-pesticides, anti-cochonneries, dont nous sommes envahis dessus, dessous et surtout dedans. C'est en quelque sorte le grand envahissement qui arrive sous forme de produits toxiques, des pesticides, des perturbateurs, qui évidemment perturbent nos fonctions vitales. Voilà le sujet de ce soir avec la mutuelle Obéane. Alors, pour ceux qui souhaitent la bonne santé de notre université populaire, et je sais qu'il y en a dans la salle, et les autres qui ne sont pas encore adhérents vont pas tarder à les rejoindre, et je les invite, même ceux-là, de venir rencontrer notre trésorier, M. Ragnatella, qui accepte gentiment les chèques d'adhésion de 12 € et plus si affinité. Or, notre rôle ne consiste pas seulement à boucher des trous de connaissances, mais aussi à en comprendre la logique, de relier entre elles ces connaissances pour qu'elles fassent sens. Voilà. Je fais de la poésie de temps en temps. Alors je vais vous dire un peu ce que nous produisons à partir du mois de décembre. D'abord au mois de novembre, nous soutenons 2 spectacles. Le samedi, ce sera une conférence ici même sur le STO par Valérie Péquel et Jiquel et Pascal Blaison. Le STO, vous savez ce que c'est le service du travail obligatoire en Allemagne. Le 16 novembre et le 23 novembre, ça va se passer aux Archives de l'Aube avec Gérard Lebert et Michel Chocard. Le mardi 26 novembre, au théâtre de Saint-André, Gérard Philippe. Voilà ce qu'il fallait me souffler. À 19h30, c'est un spectacle qui rappelle, là encore, la résistance et la déportation, qui s'appelle « Récit des temps anciens ». Ensuite, pour l'UPOP, uniquement pour l'UPOP, le 17 décembre, nous relions école et laïcité en faisant venir ici un combattant de la chose, M. Bernard Tepper, conférence en partenariat avec la Ligue de l'enseignement. Alors maintenant, s'il y a des gens qui veulent prendre des nouvelles d'Aristote, on l'a oublié celui-là, je vous conseille de venir écouter notre ami René Gramont qui va vous parler de l'infini. Ça sera le mardi 14 janvier. Il faut savoir que René Gramont, ce n'est pas un innocent les mains pleines, c'est un agrégé de maths et qui se fera un petit peu philosophe, l'infini étant un sujet qui n'en finit pas. Et il m'a assuré, alors ça il faut venir ici pour le savoir, il m'a assuré qu'il a réussi à faire se rejoindre 2 droites parallèles. Alors il sera le lendemain
à Romilly-sur-Seine. Nous faisons venir ensuite, enfin c'est pas nous, mais c'est CEMOA qui fait venir Daniel Tartakovsky, et nous avons ici 2 poids lourds culturels qui seront Jean-Pierre Siméon, le poète, et l'archéologue Vincenzo Celiberti. Voilà, je vous remercie tous de m'avoir écouté, et je vais passer la parole à notre ami Fethi Chek. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis mutualistes. Je vous remercie d'être présents ce soir à cette conférence. Je remercie l'Université populaire de l'Aube et son président Jean Lefebvre pour ce partenariat précieux, ainsi que le docteur Perrineau. Docteur Perrineau, merci d'avoir accepté notre invitation, dont on sait que les connaissances et votre passion pour la santé publique vont enrichir notre conférence ce soir. Je remercie également Dominique Duin et Séverine Gervasoni, que j'ai vu là, pour leur contribution à l'organisation de cette conférence. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire. C'est un temps fort pour la mutuelle Aubéane, qui incarne ce modèle de solidarité et de responsabilité sociale au quotidien. Dans le cadre de ce mois de l'économie sociale et solidaire, et on sait que les annonces gouvernementales viennent de réduire les moyens et le champ d'action de ce secteur si important. Et en tant que mutuelle de santé, notre rôle va au-delà des missions qu'on propose à nos adhérents, les missions de santé. Nous avons une mission qui est régie par le Code de la mutualité et son article 1, à savoir la prévention et la protection de la santé. Et c'est dans ce cadre-là, cher Jean, que nous avons décidé de mettre la lumière sur le thème des pesticides. Je comprends mieux. Et ce thème des pesticides, pour nous, ce n'est pas un engagement théorique, c'est un acte fort et actif, car nous avons décidé, sur le plan national, avec 40 mutuelles, d'unir nos forces pour se faire entendre sur ce sujet. Nous avons organisé un colloque et 2 colloques, un au Sénat et au Parlement européen, et à partir de ces institutions-là, nous avons interpellé les pouvoirs publics sur les dangers que font peser les pesticides sur la santé publique et l'environnement d'une manière générale. Cette action s'est traduite par une tribune dans le journal Le Monde, et un courrier a été adressé au Premier ministre, et dans la foulée, une délégation a été reçue pour l'appeler à des mesures concrètes. C'est cette volonté d'agir et d'informer qui nous réunit ce soir, car nous considérons que c'est à partir des lieux de réflexion que nous allons évaluer les risques et travailler sur des solutions. Je vous remercie de votre écoute et vraiment de votre présence. Sans plus tarder, je vais passer la parole au docteur Perrineau pour nous éclairer sur le sujet. Je vous remercie. Bonjour et merci pour votre invitation. Donc moi je suis médecin, je suis président d'Alerte des médecins sur les pesticides, comme vous l'avez dit, qui est une association qui n'est pas très grosse, mais qui est répartie un peu dans différents coins de France. Et au titre de cette association, je participe au conseil d'administration de la coalition Secret Toxique. Voilà, cette coalition, elle s'est donné un but qu'on pourrait dire un peu ciblé, qui est de faire respecter la réglementation sur les pesticides. Mais ne vous inquiétez pas, on détaillera ça au cours de la présentation. Voilà. Alors, de quoi on va parler ? Si ça veut bien... Oui, alors, comme on avait parlé du champ de la santé environnementale, je l'ai quand même réduit au champ des pesticides et des perturbateurs endocriniens, c'est déjà pas mal. Donc on n'abordera pas d'autres thèmes comme les perfluorés, les choses comme ça, encore que indirectement à la fin, vous verrez. Mais on va se centrer là-dessus, c'est déjà suffisant. À partir de 3 exemples, et puis je vous donnerai quelques notions de coûts. Alors je ne suis pas un spécialiste des coûts, donc je suis allé chercher d'ailleurs dans les documentations des mutuelles pour trouver des réponses. Voilà. Et ensuite, on essaiera j'essaierai de vous parler des stratégies, quoi, de ce qu'on peut faire, enfin de ce que nous on a décidé de faire et comment on veut entraîner du monde là-dedans.
Voilà, et puis je conclurai bien sûr en disant que la coalition Secret Toxique a besoin de vous. Voilà, mais avant de commencer ça, je voulais vous parler du concept One Health, une seule santé. C'est un truc dont vous avez entendu parler ou pas tellement? Voilà, enfin c'est en général un peu oui, non. Non. Bon, c'est pas grave, au contraire. One Health, c'est une idée de chercheur au départ qui finalement c'est très simple. Hein. Ça consiste à dire que la santé des écosystèmes et la santé humaine sont complètement liées. Alors vous me diriez, le docteur Lapalisse, il aurait dit la même chose. Hein. On est d'accord, mais on est au XXIe siècle, et au XXIe siècle, des trucs qui paraissent évidents, ben non, c'est presque le niveau d'une découverte scientifique. Bon, je caricature. Mais il y a donc la version scientifique de la chose qui cherche à établir des liens entre tout ça et à les prouver surtout. Et puis il y a la version politique qui est de l'ordre de l'incantation. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup nos ministres, les endroits où on est reçus, nous parler de ce concept sans pour autant qu'on sente bien concrètement ce qu'il signifie pour nos cadres dirigeants. Donc j'ai voulu vous donner un exemple. Alors, c'est une histoire en fait, enfin c'est une étude, mais on peut la raconter comme une histoire. En 2006, aux États-Unis, c'est dans le nord-est des États-Unis, commence une épizootie, c'est-à-dire une maladie épidémique qui va toucher les chauves-souris. Bon, jusque-là, c'est bon, on n'est pas concerné. Et la cause, c'est un champignon qui provoque ce qu'on appelle le syndrome du nez blanc chez la chauve-souris. Hein. Et la conséquence de ça, c'est que dans les comtés, enfin les régions américaines touchées, les populations de chauves-souris peuvent s'effondrer brutalement, assez vite, et perdre jusqu'à 70% de leurs membres. Donc ça a un certain nombre de conséquences. Et il y a une équipe de chercheurs qui s'est branchée là-dessus en essayant de vérifier trois choses. D'abord, de voir s'il y a... Alors, ils ont fait une comparaison entre les comtés touchés par la maladie et ceux qui ne l'étaient pas, ou ceux qui le devenaient. Et à partir de trois, surtout en focalisant sur trois choses, qui est l'utilisation d'insecticides. C'est-à-dire que les chauves-souris, on s'est aperçu à cette occasion-là qu'elles rendaient un service extrêmement important puisqu'elles bouffaient des insectes toute la journée, enfin toute la nuit, pardon. Et donc, chute des populations de chauves-souris, augmentation des populations d'insectes et recours accru aux insecticides. En gros, une augmentation de 30% de la consommation d'insecticides dans les comtés touchés. Et ils ont regardé le revenu agricole. Et le revenu agricole s'effondre également de 30%, à peu près 30%, je crois que c'est ça, ouais, 28,9, enfin à peu près 30% aussi, dans les comtés dans lesquels il y a le plus d'effondrement des colonies de chauves-souris. Alors pour diverses raisons, hein, pour des diminutions de rendement de culture aussi, et des augmentations de coûts. Et le troisième item est plus surprenant, ils ont vérifié la mortalité infantile. Et ils se sont aperçus qu'elle augmente de 8% dans les comtés les plus touchés. Ce qui se traduit, en gros, par 1300 nouveau-nés morts en excès sur la période 2006-2000, en gros 10 ans, sur les 245 comtés américains frappés par cet épisode aussi. Donc, c'est une étude qui est sortie en septembre, il n'y a pas bien longtemps, et je trouvais que c'était intéressant parce c'est intéressant, oui, enfin, en dehors du côté dramatique de la chose, mais je vais vous citer beaucoup de choses intéressantes qui ne le sont pas tant que ça, en fait. Bon, en dehors du côté dramatique de la chose, ça illustre complètement le cercle total, et on peut le cercle n'est pas fini parce qu'en fait, ce champignon, il est présent de longue date en Europe, et en Europe, il n'a pas posé jusqu'ici de gros problèmes sur les chauves-souris. Et 2004, c'est l'année où il est introduit aux États-Unis. Et c'est l'année... Non, oui, c'est l'année où il y a une... Non, c'est pas lui qui est introduit aux États-Unis, ce sont les néonicotinoïdes qui sont introduits aux États-Unis, qui sont des insecticides extrêmement puissants. Et des travaux ont montré depuis que ces néonicotinoïdes baissaient les défenses immunitaires, en particulier des chauves-souris. Donc on a à la fois un facteur explicatif et on a tout un enchaînement de causes et d'effets qui va de la chauve-souris à l'homme.
Voilà. Donc je voulais vous dire ça pour vous expliquer un petit peu la suite, parce que vous allez comprendre que je ne m'intéresse pas qu'à la santé humaine. Donc on va maintenant parler des pesticides. Et j'ai choisi de partir de la réponse du gouvernement Attal en début d'année. Vous savez qu'il y a eu une crise agricole et qu'il a bien fallu, au mois de février, en tout cas le gouvernement a choisi de donner satisfaction à des revendications de la FNSEA, pour ne pas la nommer, qui demandaient la mise en pause du plan Écophyto. Et surtout l'abandon du NODU. Alors le plan Écophyto, vous savez peut-être vaguement ce que c'était. C'était un truc qui ne servait pas à grand-chose, mais qui avait été installé en 2007 ou 2008 dans la suite du Grenelle de l'environnement et qui avait pour objectif de baisser de 50% l'usage des pesticides. Il y avait des petits malins qui avaient réussi à rajouter une virgule après 50% et rajouter si possible. Ça n'a jamais été possible, heureusement qu'ils avaient rajouté ça, sinon on s'emmerdait. Donc ça n'a effectivement pas eu une grande utilité, mais ça mettait quand même un cadre au niveau national qui était que, il y avait un consensus finalement entre l'administration et les associations et plus ou moins les agriculteurs sur le fait qu'il fallait quand même diminuer ça. Donc le mettre en pause, c'est quand même pas si anodin que ça. Et surtout, il y a eu abandon du NODU. Le NODU, c'était l'outil diagnostique pour savoir quelle était l'utilisation des pesticides. Donc, ce choix qui a été fait, ça traduit donc la volonté de renoncer à vérifier s'il existe ou non une baisse de l'usage des pesticides. Je vais essayer de vous l'expliquer rapidement. Ce n'est pas le cœur du sujet, mais quand même. En fait, mais ça permet de parler de ce que sont les pesticides. En fait, les pesticides, c'est une variété de produits. Et vous avez des insecticides pour tuer les insectes, des fongicides pour tuer les champignons. Qu'est-ce qui manque? Et les herbicides pour tuer les dites mauvaises herbes. Et tout ça, ça s'utilise dans des quantités qui vont parfois du kilo à l'hectare et parfois du gramme à l'hectare. Donc comparer les quantités, ça n'a pas de sens. Et l'évolution de la chimie fait qu'on va vers des molécules plus puissantes et effectivement actives au gramme à l'hectare. Donc la seule mesure des quantités ne suffit pas. Et avec le NODU, l'avantage du NODU, c'était que 1 kg d'une substance très efficace aura, dans le compte global, le même poids que 10 kg d'une substance 10 fois moins efficace. Donc ça permet de comparer des choses. C'est cet instrument qui a été remplacé par un autre qui s'appelle le HRI1. Pour vous faire comprendre ça, je voulais vous donner l'exemple de la morphine et du paracétamol. Le paracétamol, le doliprane, l'efferalgan, tous ces trucs-là, ça s'utilise au gramme, au 500 mg ou gramme par comprimé. Donc vous pouvez aller jusqu'à 3 ou 4 grammes par jour. La morphine, ça s'utilise avec des milligrammes. Et on peut aller loin, mais on commence pas. En gros, on commence à 15-30 mg et on monte, mais on ne va pas à 4 grammes. Enfin, exceptionnellement. Exceptionnellement, très exceptionnellement. Donc vous voyez que, avec cet exemple-là, on voit bien que si on a remplacé, si un ministre de la Santé avait fait une campagne sur l'usage des antalgiques et il lui faudrait un indicateur un peu pertinent pour savoir si on ne remplace pas le paracétamol par de la morphine. Eh bien là, c'est pareil. Je vais vous donner un seul exemple, le deuxième, je ne vous le donnerai pas parce que sinon on va y passer la nuit. Le calcul du nouvel indicateur, il repose sur un coefficient de pondération. Donc si votre pesticide a de risque faible, on multiplie la quantité par 1. On part toujours de la quantité avec le nouveau truc. On multiplie par 16 pour une substance qui est candidate à la substitution. Alors ça, c'est des pesticides qui sont un peu embêtants. Ils sont dangereux, c'est montré, mais il faudrait les remplacer. Mais on n'a pas trouvé le remplaçant. Alors ça traîne. Ça, c'est une grande constante de l'Europe, ça traîne. C'est-à-dire que pour moi, si c'est dangereux, au sens du règlement européen, c'est la porte qui est ou pas de substitution. Toutes les associations, on est sur ce principe-là.
Bref. Et un autre coefficient pour des substances qui ont été révoquées, mais qui sont utilisées quand même à titre dérogatoire. Ça vous montre le flou de cette affaire-là. Alors d'où viennent ces chiffres 16, 64 ou 8 pour les autres? Personne n'en sait rien, ça a été donné comme ça. Et donc avec ces chiffres-là, eh bien, si pour lutter contre la tavelure, vous savez, c'est les taches sur les pommes, ça n'a aucune importance, ça rend les choses un peu, peut-être moins présentables, mais c'est tout. Eh bien, si vous remplacez un produit qui était labellisé à AB, agriculture bio, et qui était à 7500 grammes par hectare, par un fongicide à 56 grammes par hectare, coefficient 16, parce que lui est quand même un peu embêtant, eh bien votre nouvel indicateur, il passait de 7500 c'est un produit AB, c'est pas dangereux, à 56 x 16, 896. Donc il y a une baisse. Donc quand vous passez d'un produit AB à une saloperie candidate à la substitution, eh bien vous faites baisser votre indicateur d'utilisation des pesticides. C'est pas bon ça? Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé, ce tour de passe-passe qui a été mis en place au mois de février. Voilà. Donc je vous annonce, on peut faire les informations de l'année prochaine, ça c'est sûr. Je vous annonce que l'année prochaine et celle d'après, eh bien, il y aura bien sûr une baisse de l'utilisation des pesticides en France. Donc souvenez-vous-en à ce moment-là que il y a peut-être un loup. Voilà. Je passe sur le deuxième exemple. Dans ces deux cas, bien sûr, dans les deux exemples, le deuxième je ne vous le fais pas, mais le NODU n'aurait pas varié. Alors, la réponse gouvernementale, donc le choix de ne pas regarder ce qui se passe avec les pesticides, donc le message est clair. Et le deuxième choix que ça traduisait, c'était celui de marginaliser les études scientifiques. Et ça nous concerne un peu plus. Et je voudrais attirer votre attention sur deux corpus qui sont à gauche l'expertise INRAE de 2022. Alors c'est une expertise sur pesticides et biodiversité qui est faite par un collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas des œuvres d'individus, ce sont des expertises scientifiques. Il y a une rigueur à ça, il y a une méthode, il faut vérifier les liens d'intérêt, etc. Bref, il y a surtout une douzaine de personnes, une quinzaine parfois, de gens qui ont des compétences un peu différentes et qui se mettent autour de la table pour résoudre un sujet. Donc l'expertise INRAE à gauche et l'expertise INSERM, pesticides et santé, en 2021, c'est la mise à jour d'une précédente expertise qui avait eu lieu en 2013. Alors c'est ce que je vais essayer de vous résumer. Alors, ça c'est une manif qui avait eu lieu devant le Muséum national d'histoire naturelle et ce sont des chercheurs qui posent avec leur pancarte. Donc vous voyez, perte de 30% pour les populations d'oiseaux agricoles en 30 ans, 40% des insectes dans le monde sont menacés d'extinction, on pourrait rajouter 70% des insectes. Il y a 2 études en Europe qui ont montré un effondrement de 70% des biomasses d'insectes. La première étude était, la deuxième je ne me souviens plus, j'ai oublié. La première c'était en Allemagne, dans des zones équivalentes aux zones Natura 2000 en France. Boum, moins de 70% de baisse d'insectes. Ce n'est pas les produits qui sont utilisés sur la zone Natura 2000. Bref, cette expertise INRAE, elle a montré quoi? Elle a montré que tous les milieux sont contaminés, que ce soit l'air, l'eau, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, le sol, et bien sûr le biote, c'est-à-dire les animaux et la flore qui vivent dans ces milieux. Et donc tous ces milieux sont contaminés par une grande variété de substances et par leurs produits de transformation. Il ne faut jamais oublier qu'une molécule dans la nature, le mot dégradation n'est pas forcément adapté, ça va se transformer. Et des fois, ça se transforme dans des choses qui sont inoffensives, et des fois, ça se transforme dans des métabolites qui sont plus dangereux que la molécule mère. Tout est possible. Donc, contamination de l'ensemble des milieux. Et autre grand enseignement, tous les niveaux d'organisation biologique sont touchés. Ça va des vers de terre aux mammifères à l'autre bout de la chaîne, en passant par les oiseaux, les batraciens, les amphibiens et tout ce que vous voulez.
Et dans ces différents milieux, les pesticides sont impliqués dans certains groupes plus que dans d'autres, particulièrement chez les invertébrés terrestres et aquatiques, les oiseaux et les chiroptères, et les amphibiens. Ça, c'était les données de l'expertise INRAE que je vous fais très courtes. On pourrait, mes collègues écologues, ils y passeraient plus de temps, mais ce n'est pas ma spécialité. Mais je voulais que vous ayez ça en tête, toujours dans cette optique de raisonnement, une seule santé, celle des écosystèmes et la nôtre. Alors maintenant, je vais vous parler de l'expertise INSERM. N'ayez pas peur, on va s'étendre un petit peu plus là-dessus. Et je voulais vous préciser ça. En fait, l'INSERM, je vous ai dit que c'est une expertise collective, comme son nom l'indique, ça se fait de façon collective, il y a des gens qui sont rassemblés pour ça. Mais ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils établissent entre les associations qu'ils constatent, par exemple l'exposition aux pesticides et telle maladie, ils vont établir des niveaux de preuve. Ils ne vont pas vous dire les pesticides sont la cause certaine de ceci, cela. Mais ils vont vous dire on a un niveau de preuve scientifique élevé, fort, en rouge, plus moyen ou plus faible, nous permettant de qualifier l'association entre l'exposition aux pesticides et telle ou telle maladie. Donc ce sont ces maladies que je vais vous... Bon, peu importe ce qu'il y a dans les niveaux de preuve, on n'est pas obligé de... S'il y a des questions là-dessus, je répondrai. Alors là, vous allez souffrir, vous allez avoir 5 ou 6 diapos qui sont des tableaux, mais je préfère partir sur les tableaux parce que ça m'évite, moi, d'oublier des choses. Alors, le but, c'est pas de vous faire le listing in extenso de toutes les maladies, ça, on s'en fout, mais il faut comprendre ce qui se passe. Regardez, la colonne de gauche qui est en gris, c'est une liste de maladies, bon, point. La colonne 2013, ça fait référence à la première expertise de l'INSERM en 2013, et vous avez en rouge 4 pathologies pour lesquelles l'INSERM dit oui, là, il y a un niveau de preuve fort. Je vous les cite quand même, le Parkinson, le lymphome non-hodgkinien, qui est une variété de cancer du sang, le myélome multiple, même chose, et le cancer de la prostate. Et puis il y a d'autres pathologies qui sont en marron, pour lesquelles le niveau de preuve est moins fort. Ce sont par exemple les troubles cognitifs, qui sont des troubles du raisonnement, des troubles de la mémorisation, qui sont souvent des troubles qui précèdent la maladie d'Alzheimer, donc un impact neurologique, on va dire. Et puis, en jaune plus clair, d'autres pathologies. Et ce que vous voyez maintenant dans la colonne de droite, c'est l'actualisation en 2021. Donc, ce qu'on voit, c'est que les troubles cognitifs... Alors d'abord, personne ne régresse, malheureusement. Les troubles cognitifs qui étaient en marron passent en rouge, c'est-à-dire que le niveau de preuve, le niveau de production de connaissances scientifiques s'est malheureusement alourdi. Et puis, les troubles anxio-dépressifs qui étaient en jaune passent en marron. Et les tumeurs cérébrales, également, grâce à des travaux d'une cohorte française qui s'appelle la cohorte Agrican, eh bien, le niveau de preuve s'est consolidé. Ce que je voulais aussi vous signaler, alors là, c'est hors tableau, c'est les tableaux de MP, c'est les tableaux de maladies professionnelles. Toutes ces maladies ne sont pas reconnues dans les tableaux de maladies professionnelles agricoles. Il n'y a que les 4 premières là, qui sont en rouge. Aucune des autres, aucune de celles dont on va parler maintenant n'est reconnue. Parce que l'expertise 2021 ne s'arrête pas à cette colonne, ils ont complété la colonne. Donc on va voir ce qu'ils ont raconté en plus. Eh bien, ils ont trouvé des liens avec certains cancers, le cancer du rein, cancer de la vessie, sarcome des tissus mous, des liens moyens, c'est-à-dire de niveau de preuve moyen, ni très fort, mais sûrement pas faible, et des troubles de la santé respiratoire, en particulier les bronchopneumopathies chroniques obstructives, c'est le BPCO qui est en rouge. Voilà. Chez les professionnels, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aussi regarder ce qui se passe en cas d'exposition des mamans pendant la grossesse. Et ça avait été fait en 2013, et on retrouve toujours un niveau de preuve fort pour l'association entre exposition pendant la grossesse et leucémie de l'enfant, et tumeur du système nerveux central de l'enfant, et malformation congénitale de l'enfant. En 2021, ça s'est consolidé, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que non seulement l'exposition de la mère était importante, mais également l'exposition du père pour certaines leucémies.
c'est ce qui est en marron, l'AL. Voilà. Les malformations congénitales n'ont pas été réexaminées. Par examinées, ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'études depuis 2013 et que ça ne remettait pas en cause la précédente qualification. En 2013, on ne parlait pas de la population générale. Il n'y avait pas de données, ou pas suffisamment. En 2021, malheureusement, il y en a. Et il y a un niveau de preuve fort avec les cancers de la prostate, essentiellement en ce qui concerne les Antilles. Vous avez entendu parler sûrement du chlordécone, de cette utilisation qui s'est prolongée jusque dans les années 2000 pour les mauvaises langues, selon les mauvaises langues, et qui a imprégné maintenant 98,9% de la population, hein, pour ne pas dire 100%. Donc là, le lien est fait avec les cancers de la prostate. Et puis vous voyez que les méningiomes, l'asthme, les troubles cognitifs sont... Donc méningiome, c'est une variété de tumeurs cérébrales. L'asthme, c'est une variété de troubles respiratoires. Les troubles cognitifs, on en a parlé tout à l'heure par rapport à l'Alzheimer. On retrouve un peu les mêmes choses finalement, avec des niveaux de preuve un peu moins forts, puisque le recul de la recherche est plus récent. Et puis on retrouve également en jaune des choses qu'on a retrouvées chez les pros, hein, les myélomes, les cancers de la vessie, le Parkinson. Endométriose, c'est un peu à part. J'ai mis oui pour les riverains. Les riverains, ce que j'appelle les riverains, c'est tous les gens qui habitent en bordure de parcelles, quoi. Et donc, il n'y a pas une littérature absolument gigantesque là-dessus, hein, parce que les définitions changent un peu entre les Américains, les Français, les machins. Donc c'est toujours un peu difficile de s'y retrouver. Mais bon, ils sont concernés par les méningiomes, ils sont concernés bien sûr par le cancer de la prostate, cancer de vessie, Parkinson et hypothyroïdie. Et donc on a regardé également si l'expertise 2023 parlait ce qu'elle disait de plus concernant les enfants. Donc là, on est dans les enfants de la population générale. On n'est plus chez les pros. Hein. Et on retrouve la même chose, c'est-à-dire l'exposition pendant la grossesse par des produits qu'on va retrouver soit dans son environnement, c'est-à-dire qu'on a acheté à la supérette du coin pour tuer les insectes et je ne sais quoi, soit qu'on utilisait dans notre jardin et qu'on utilise toujours parce qu'il faut bien faire, il ne faudra pas jeter quand même, soit peut-être par contamination limitrophe. Donc leucémie, tumeur du système nerveux central, un lien fort. Et pour l'exposition résidentielle, donc là on inclut la proximité, les lymphomes non-hodgkiniens. Et j'ai marqué GeoCap. GeoCap, c'est une étude que notre association avait obtenue, un peu, pas si facilement que ça, mais on a obtenu cette étude de l'INSERM au sujet de... Parce qu'il y avait un cluster, un rassemblement de cancer de l'enfant dans une petite commune viticole. C'était à Prégnac, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, c'est une actualité d'il y a une dizaine, il y a presque 10 ans, dans le Sauternes. Ouais. Et donc la Santé publique France à l'époque avait dit oui, effectivement, il y a un peu plus de cancer qu'attendu, mais bon, voilà, il y a des aléas statistiques, on ne peut pas en faire un fromage, donc on va suivre ça, on va voir ce qui se passe. Donc nous, on a contesté immédiatement, grâce à une salariée agricole qui nous avait donné le rapport, nous on n'avait pas vu, et on a examiné ce truc-là, et on a contesté auprès de l'ARS, qui avait à l'époque un directeur assez ouvert. Et donc, plutôt que de mettre ça dans ses tiroirs, il nous a accompagnés à la Direction générale de la santé, c'est-à-dire au ministère de la Santé, pour qu'on leur dise tout le mal qu'on pensait de ces conclusions. Bon, ça a pris un peu de temps, mais au final, à cette époque-là, la DGS a accepté nos conclusions, c'est-à-dire ce qu'on demandait, et surtout de nous mettre en rapport avec l'INSERM. Il y a eu une réunion, et on a amené nos arguments, et ils nous ont posé les leurs. Mais, chose curieuse, eux, les leurs, enfin, ils étaient mieux disants que nous. C'est-à-dire, nous, on y allait avec une espèce de syndrome de l'imposteur, on se mêle d'un truc, on était une petite association, on avait 2 ans d'existence, et on venait contester Santé publique France, si vous voulez, c'est pas tout à fait rien. Et donc, on n'avait pas demandé une étude qu'à témoin très chère, on avait demandé une étude, enfin bon, bref, je vous passe les détails.
Mais l'INSERM a estimé que là, il fallait faire une étude cas témoin, qu'en plus, eux, ils étaient en faute puisqu'ils avaient prévu une étude qui s'appelait GEOCAP concernant les facteurs environnementaux d'exposition des enfants et le lien avec le cancer, et ils n'avaient pas prévu dans cette étude les pesticides. Donc, ça s'est bien trouvé, et l'étude a été mise en œuvre, et elle a bien failli ne jamais accoucher, puisqu'elle n'est sortie qu'en novembre 2023. Donc ce que l'on supposait, nous, et ce que l'on craignait, c'est que l'augmentation de la vigne soit en lien avec l'augmentation des leucémies de l'enfant. Et c'est ce qu'il nous disait qui était un simple lien statistique. Et bien l'étude montre quoi? Elle montre que dans un périmètre d'1 kilomètre autour du lieu de résidence d'un enfant, s'il y a une augmentation de la surface agricole utile en vigne de 10%, il y a une augmentation du risque de leucémie de 5 à 10%. Alors, le risque de leucémie, vous me direz, est un risque faible, donc une augmentation de 5 à 10% d'un risque faible, ça ne fait pas des risques énormes. Oui, mais il n'empêche. Il y a une augmentation du risque de leucémie liée à la présence de vigne et surtout liée à l'augmentation de cette présence de vigne. Donc il y a bien un lien entre la dose et l'effet. Donc nous, quand on avait demandé cette étude, on se disait, wow, alors là, si jamais ça prouve le lien qu'on suspecte, il y aura des actions de prévention qui vont suivre, c'est logique, ils ne peuvent pas rester comme ça sans rien faire. Je vous rassure tout de suite, il ne s'est rien passé. Vous me direz, elle est sortie en novembre 2003. Elle est sortie elle a été publiée en novembre 2023, pardon, pas 2003, mais elle était finie avant et on nous l'avait présentée au ministère de la Santé en juin 2022. Et on a interrogé le ministère sur ce qu'il comptait faire. Ils ne comptaient rien faire puisque, comme ils nous l'ont dit, ils avaient perdu tous leurs arbitrages contre le ministère de l'Agriculture. Donc, le ministère de la Santé concernant les pesticides en France, c'est le ministère de l'Agriculture. Faut pas... C'est pas une caricature. Je l'ai entendu plusieurs fois d'interlocuteurs différents. Dernier tableau, après vous aurez la paix. On parle beaucoup de cancer, mais ce n'est pas forcément l'impact principal des pesticides. D'après ce que j'ai raconté, là, vous voyez bien qu'il y a un peu deux choses. Il y a un impact sur les troubles neurologiques, et puis il y a un impact sur les cancers. Il faudrait parler de l'impact sur l'immunité aussi, mais il y a un impact neurologique. Et il y en a un qui a été particulièrement étudié, ce sont les développements neuropsychologiques et moteurs chez l'enfant. Alors, si on veut faire simple, on va regarder les carrés rouges, là. Donc, niveau de preuve fort, pourquoi? Pour une exposition pendant la grossesse aux organophosphorés. Les organophosphorés, c'est une variété d'insecticides qui n'est plus guère utilisée et qui a été remplacée par les pyrétrinoïdes. Pas de bol, c'est l'autre carré rouge en bas. Exposition pendant la grossesse aux pyrétrinoïdes, troubles du comportement d'un autre type, internalisé, c'est-à-dire plutôt anxiété, dépression. Donc vous avez ça aussi, ça vous illustre ce que c'est les pesticides. Ce sont des molécules qui sont remplacées par d'autres molécules au bout de 20 et 30 ans. Donc les pyrétrinoïdes ont remplacé les organophosphorés. Et à chaque fois, c'est toujours le même violon, c'est-à-dire que le suivant, il est inoffensif. Enfin, voilà, il y a eu de la recherche, du machin, du truc. C'est quand même vachement mieux que ce qu'il y avait avant. Alors, attendez, souvent c'est pas faux, parce que quand même les organophosphorés c'était des vraies merdes, on ne peut pas dire autre chose. Mais bon, voilà, les pyrétrinoïdes, c'est pas des anges. Et en marron, c'est l'exposition résidentielle. Alors les expositions résidentielles, c'est la proximité des cultures. Pendant la grossesse, donc usage domestique ou bien proximité des activités agricoles. Et là, vous avez un lien de preuve moyen avec des altérations des capacités motrices, cognitives et sensorielles. Et là, on n'est pas dans le cadre professionnel, on est chez des enfants de monsieur tout le monde. Okay ? Donc, si vous devez retenir un truc, c'est que les pesticides, ça commence chez vous. C'est-à-dire par les produits que vous utilisez pour traiter les insectes. Ce sont tous des pyrétrinoïdes. Il n'y a pas photo, c'est des cypermétrine, deltamétrine, ça finit par trine. Donc ça, c'est déchetterie, je veux dire, il ne faut pas déconner, quoi. Voilà. Alors, l'INSERM, elle ne fait pas que raconter des mauvaises histoires. Elle nous amène aussi, parfois, quelques bonnes nouvelles. Et à l'INSERM, il y a
il y a le suivi d'une cohorte. Une cohorte, c'est une population qu'on va suivre pendant des années. Et cette cohorte s'appelle Nutrinet Santé. Donc on s'intéresse là à la nutrition et à l'effet de la nutrition sur la santé. Je vous cache, non, peut-être. Je peux rester où je suis? Oui, c'est difficile. Elle s'intéresse à l'effet de la nutrition sur la santé. Alors, le premier enseignement, c'est que l'exposition aux pesticides par l'alimentation... Alors, d'abord, il faut savoir que pour la population générale, l'OMS estime que l'alimentation est notre première source de contamination par les pesticides. Première. Ce n'est pas l'air, ce n'est pas l'eau, c'est l'alimentation. Du fait des résidus de pesticides qui sont contenus dans l'alimentation, justement. Donc, l'exposition aux pesticides via l'alimentation peut être réduite par l'introduction d'aliments bio dans le régime. Alors, ça a été prouvé par cette étude, mais je crois qu'au monde, il y a 16 ou 17 études mondiales, donc dans des contextes différents, un coup en Amérique, un coup en Europe, un coup ailleurs, et il y en a aussi en Asie, qui montrent la même chose. Sur ces 17, il y en a 16 qui montrent une réduction. Je ne sais plus si c'est 16 sur 17 ou 15 sur 16, mais ça ne change pas le match. Quand on passe en bio, on diminue l'imprégnation aux pesticides. Et ça, c'est vachement important. Deuxièmement, la consommation, là c'est plus ténu, la consommation régulière d'aliments biologiques est associée à un risque réduit d'obésité, de diabète de type 2, de cancer du sein post-ménopause et de lymphome non-hodgkinien. Alors, pourquoi je dis que c'est plus ténu? C'est parce qu'il n'y a pas 50 000 études au monde qui se sont intéressées à ça. Et ça paraît bizarre, mais il y a une étude anglaise qui va dans le même sens, qui ne montre pas de baisse de l'ensemble des cancers, mais qui montre le même lien, la baisse des lymphomes. Les lymphomes, c'est ce que je vous ai mis en rouge tout à l'heure chez les pros. Et il y a le suivi pour être tout à fait exact, il y a une cohorte danoise qui a publié il y a quelques années, qui, elle, ne montre pas d'effet de l'alimentation bio. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, ça c'était un... Non, ça, ne lisez pas la dernière ligne, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas ce que ça fait là. C'était un pense-bête, mais ce n'est pas ici qu'il faut que j'en parle. Bref, pourquoi je vous dis ça? Ce que je veux dire, c'est que selon l'interlocuteur qui vous parlera, vous pouvez aussi tomber sur des gens qui vous disent « mais non, il n'y a aucun effet du bio sur la santé ». Et ils vont vous soutenir que la causalité n'est pas prouvée. Alors, si on parle de la définition de la causalité au sens presque mathématique du terme, c'est indiscutable. Pour nous, enfin pour nous, moi je ne suis pas chercheur à l'INSERM, mais pour les médecins et pour les chercheurs, la causalité en santé environnementale, ça s'entend comme l'addition de plusieurs types d'études. C'est-à-dire des études épidémiologiques, mais il n'en faut pas qu'une, parce que des études faites en vie réelle, si vous voulez, vous avez toujours vous n'êtes pas avec vos rats dans votre laboratoire, vous maîtrisez tout, vous leur donnez qu'un toxique, puis vous regardez ce qui se passe. Là, on est tous exposés à plein de choses. Donc alors les chercheurs savent faire ça, trier l'influence du tabac, l'influence des médicaments, l'influence de vos antécédents de cancer, etc., etc. Ils savent faire ça, mais il faut des grands nombres, et il faut surtout le répéter dans des contextes différents. Donc il faut des études épidémiologiques, il faut des études chez l'animal, où là vous contrôlez bien les facteurs, sauf qu'on n'est pas tous des rats, quoi. Et il y a peut-être des petites différences. Et puis ensuite, il faut des études sur les mécanismes en cause, et savoir si ces mécanismes en cause sont retrouvés chez l'homme. En règle générale, on n'a pas tout ça, on a une partie des choses, d'où les niveaux de preuve de l'INSERM. Des fois, vous en avez un peu de preuve, des fois, vous en avez beaucoup, donc niveau de preuve fort. Vous savez comment ça marche, vous avez plusieurs études, et vous avez des études toxicologiques qui confortent vos études chez l'homme. Là, vous êtes à peu près tranquille pour établir un lien de causalité. Pour le lien alimentation bio et santé, on n'a pas des choses aussi solides, mais on a quand même des choses. Et des choses chez l'homme, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas les plus faciles à obtenir. C'est même pratiquement les plus difficiles à mettre en œuvre. Donc vous avez deux études qui vont dans un sens, une autre qui va dans l'autre. Bon, voilà. Alors,
Ah oui, je voulais vous faire un certain nombre de remarques. Ce long catalogue peut laisser croire que les effets sur la santé humaine sont plus importants que ceux sur la biodiversité. Ben, je pense que c'est probablement faux, du moins aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus d'effets des pesticides sur la biodiversité que sur l'homme. On est en bout de chaîne alimentaire, on est... Voilà. Mais il y a des effets indirects qui sont encore complètement inconnus. C'est-à-dire quand vous cassez la biodiversité, ben vous allez perturber des écosystèmes, vous allez avoir des espèces qui vont prendre le pas sur d'autres. Si c'est des rongeurs, c'est plus près de nous et ça transmet un peu plus de saloperies. Et il y a eu des exemples dans l'actualité récente. Donc, attention, on sait que là, il y a un gros truc, mais ce n'est pas encore assez mesuré. Mais c'est important de l'avoir à l'esprit. Par contre, je suis de ceux qui pensent que les effets sur la biodiversité sont catastrophiques, sous-évalués, enfin, ils passent un peu sous les radars des médias. Et voilà, dans la question des pesticides, c'est vachement important, mais ce n'est pas une question annexe, c'est une question qui est liée complètement à la santé humaine. C'est pour ça que j'en ai parlé au début. Alors ensuite, un lien, j'arrête pas de parler de lien, ça ne signifie pas que toutes les leucémies chez l'enfant s'expliquent par les pesticides, hein, ça signifie simplement qu'une partie d'entre elles s'explique par les pesticides. Ensuite, les études épidémiologiques, elles identifient des facteurs qui augmentent un risque, et chacune de ces pathologies est multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs en cause. Mais dire ça n'annule, enfin dire qu'il y a un effet du tabac, par exemple, dans une étude, ça n'annule pas le fait qu'il y a des facteurs environnementaux qui vont aussi jouer. Alors qu'il y a certains chercheurs, une fois qu'ils ont dit tabac, alcool et corps gras, ça leur suffit. Ben non. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est la part des pesticides pour chaque maladie chronique. Et ce qui manque, dans l'étude de l'INSERM, ce sont l'impact sur les troubles métaboliques, obésité et diabète. Parce que par le biais de la perturbation endocrinienne, c'est quelque chose qui est extrêmement impacté. Et dans les études, dans le sens alimentation bio vers santé, le niveau de preuve des études est beaucoup plus fort pour l'obésité et le diabète que pour le cancer. C'est-à-dire qu'il y a plus d'études disponibles. Ça a été gradué aussi, ça. Enfin, je ne vous raconte pas tous les détails, mais ça a été vu aussi. Voilà. Est-il pour autant possible d'affirmer des causalités en santé environnementale? Je fais vite parce que je n'avais pas fait gaffe. Moi, je vous l'ai déjà fait. C'est possible si on conjugue 3 approches, épidémiologiques, toxicologiques, les mécanismes d'action, et voilà. Tout ça pour vous dire que cette méthode, qui est de conjuguer ces différentes approches, c'est celle qui est utilisée par l'INSERM, c'est celle qui est utilisée par le Centre international de recherche contre le cancer, qui est appelé le CIRC. Et le CIRC, qui s'est illustré en 2015 en disant que le glyphosate était un cancérigène probable. Eh bien, depuis il est une cible pour l'agro-industrie. Et il y a fort à parier qu'une des premières mesures en mois de janvier de l'administration Trump sera de retirer ces subsides au cirque. Parce que la dernière fois, quand Trump avait été élu en je ne sais pas quelle année, je ne sais plus, 2016, une des premières mesures de l'administration Trump avait été de retirer sa participation au cirque. Normal, si vous voulez qu'un organisme qui dise le contraire de vos intérêts, c'est peut-être pas... Voilà. Alors, tout ça va nous amener tranquillement à la réautorisation du glyphosate. Alors, pourquoi je vous parle de la... Alors, c'est pour vous faire comprendre ce que c'est que la réglementation. Parce que sinon, si je vous explique ce que c'est la réglementation, c'est pas très drôle, quoi. Donc, bon, ça va pas être très drôle non plus, mais ça m'a paru plus pédagogique. En 2015, je viens de le dire, le CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer, qui est basé à Lyon, qui dépend de l'OMS, c'est pour ça qu'il a besoin de sous, et qu'il a besoin des sous des États-Unis, qu'il n'aura plus à partir de janvier qui va venir. Donc il a estimé le glyphosate cancérigène probable. Alors le CIRC, c'est son boulot de faire ça, depuis 40 ou 50 ans. Il fait ça par des expertises collectives, comme a fait l'INSERM, vérification des liens d'intérêt, une quinzaine de personnes d'horizons différents, enfin de spécialités différentes, et c'est comme les Jeux Olympiques, il y a une médaille d'or, enfin un podium, machin. Et ça, c'est la marche 2, cancérigène probable, vous êtes médaille d'argent. Donc c'est
ça veut dire que, bon, que le niveau de preuve est moyen, comme si on compare à l'INSERM, mais c'est un niveau de preuve qui est quand même substantiel. Hein. Voilà, donc en 2017, pourtant, son autorisation a été prolongée de 5 ans en Europe, et aucune agence réglementaire au monde n'a partagé l'avis du cirque. Et en 2023, on en a repris pour 10 ans. Alors, soit le cirque est un repère de scientifiques un peu sur le retour, quoi, un peu has-been, je sais pas comment les qualifier. Soit les agences, parce que quand même, c'est du 15-0 là. Je veux dire, il n'y a pas une agence qui a dit que le cirque avait raison. Voilà. Les commentaires, je vous les laisse faire. Hein. Alors, tout ça, vous parlez de quoi? De consensus réglementaire et de consensus scientifique. Alors, vous pouvez entendre des collègues dire oui, mais il y a un consensus scientifique sur le fait que le glyphosate n'est pas cancérigène. Moi, je l'ai lu et entendu. Non, il y a un consensus réglementaire. Le règlement, c'est le règlement. C'est oui, mon capitaine. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous donner un exemple de consensus réglementaire. Le consensus réglementaire sur l'évaluation des pesticides, c'est qu'on évalue la substance active. C'est-à-dire, dans le bidon de Roundup, on va évaluer le glyphosate. OK? Mais pour les scientifiques, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que ce qui est utilisé en plein champ, c'est jamais le glyphosate, c'est le bidon qui contient des coformulants qui permettent soit de rester sur les feuilles, soit de traverser les parois, etc., etc. Eh bien, dans le cadre d'un consensus scientifique, on va faire état et on va se référer à des études portant sur les formulations complètes. On examinera également celles sur la substance active, mais on examinera le tout. Alors que dans le consensus réglementaire, aucune étude portant sur les formulations complètes n'est examinée. Voilà. Donc vous n'allez pas avoir tout à fait les mêmes conclusions. Encore un autre exemple pour vous permettre de comprendre. Je viens de vous le dire, les agences, donc chez nous c'est l'ANSES par exemple, en Allemagne c'est le BFR, elles n'examinent pas les mêmes études que le cirque. Donc ça c'est une publication qui avait été faite par l'équipe de Ben Brook à partir de l'accès aux évaluations de l'EPA. L'EPA c'est l'agence américaine, c'est l'équivalent de notre ANSES si vous voulez. Non, pardon, c'est l'équivalent de l'EFSA, c'est-à-dire de l'agence européenne qui évalue les pesticides. Donc qu'est-ce qu'on voit? Là, c'est l'évaluation de la génotoxicité, c'est-à-dire la toxicité sur le génome, sur l'ADN. Okay? Donc c'est une phase importante dans l'évaluation de la cancérogénicité des produits. Donc, sur le petit graphe, là, vous avez deux tas. Vous en avez un dans lequel il y a une couleur verte et une couleur jaune, voilà. Donc ça, c'est le travail de l'agence américaine, EPA. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont examiné, vous voyez, plus de vert que de jaune. Le vert, ce sont les études fournies par les industriels. Mais c'est comme ça en Europe, ne riez pas. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit à peine d'ailleurs. On voit que 1% des études fournies par les industriels montrent une génotoxicité du glyphosate. Ça ne doit pas être bien méchant ce truc-là. Et le cirque n'a pas travaillé pareil, je vous l'ai dit. Il travaille, lui, sur les études, uniquement des études scientifiques publiées. Alors publiées, ça veut dire quoi? Publiées dans les revues scientifiques, avec comité de lecture, donc vous passez entre les grilles, en quelque sorte, de collègues qui vérifient votre étude, la contestent, demandent des compléments d'information, gna. Dans ce cas-là, on a 74% des études qui étaient positives et qui montraient une génotoxicité pour le glyphosate. Donc il n'y a pas photo. Voilà. Donc l'agence américaine considère majoritairement les études industrielles, mais c'est pareil en Europe, en fait, les agences se sont constituées sur le manque de données, si vous voulez. Elles n'avaient pas de données, et puis elles se sont constituées sur l'abandon de la recherche publique aussi, il faut bien le dire. Donc si vous voulez, pas de données de départ, abandon de la recherche publique, ben vous avez rien. Donc comment vous faites? Eh bien vous dites aux industriels, fournissez-nous des études. Et ce que font les agences, elles ont une grille d'analyse de ces études. Voilà. Et dans le meilleur des cas, elles vérifient que la grille d'analyse est soigneusement remplie. Et dans le pire des cas, elles mettent des tampons. Voilà, c'est fait.
Donc, oui, ça c'est l'exemple que je vous donnais sur les formulations complètes. Donc c'est un exemple de consensus réglementaire. Donc l'agence sanitaire, elle va pas regarder les trois composants, c'est-à-dire la substance active, les coformulants et les impuretés, elle va regarder que la substance active. Ça c'est pour faire savant. C'est une étude anglaise, mais c'est la seule que je vous redonnerai. C'est que depuis 2015, et donc jusqu'à maintenant, la recherche a continué. Il y a eu d'autres tests de génotoxicité, parce que vous pourriez me dire, bon ben ça date de Mathusalem, le coup d'avant là, c'était 2000, je ne sais plus combien aux États-Unis. Bon alors, 2015 à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 94 études publiées dans des revues à comité de lecture concernant la génotoxicité toujours, hein, seulement ça. 33 portées sur le glyphosate seul, 73% étaient positives, et 61 portées sur les formulations complètes, et là 95% sont positives. Donc si vous ne regardez pas ça, vous êtes plus peinard, hein, dans votre évaluation. Mais vous passez à côté de quelque chose. Et les auteurs concluent, à la lumière des résultats de génotoxicité publiés depuis 2015, la conclusion selon laquelle les GBH, les formulations complètes, ne présentent aucun risque de cancer par le biais d'un mécanisme génotoxique n'est pas tenable. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc il y a deux biais majeurs dans cette évaluation des pesticides, et c'est ceux qui nous motivent à secret toxique, c'est le peu de poids accordé aux études scientifiques. Je vous l'ai dit, les études scientifiques, elles vont produire des études sur les formulations. Et dans les rapports de l'EFSA, ils ne vous la mettent pas à la poubelle directement, mais indirectement, très très vite quand même. Donc il n'y a vraiment pas une grosse considération des études scientifiques. Tout ce que je vous ai dit concernant l'INSERM, les études épidémiologiques chez l'homme, ça impacte quasiment pas l'évaluation. C'est peanuts. Vraiment, c'est un peu affolant. Et donc, il y a un non, mais par contre, il y a un non-respect de cette réglementation. Parce qu'en fait, le règlement de 2013, il stipule que l'évaluation d'au moins une formulation complète dite représentative doit être réalisée. Alors, c'est la marotte de notre coalition à secret toxique, c'est de dire on va taper sur un seul clou, celui de l'absence d'évaluation des formulations complètes, parce que c'est un peu un truc sur lequel repose l'édifice, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous évaluez les formulations complètes et qu'elles sont plus toxiques que la substance active, c'est-à-dire qu'elles agissent à des doses plus faibles, eh bien tout ce qui est calculé derrière, c'est-à-dire les doses dites journalières admissibles, c'est-à-dire celles qu'on est censé pouvoir absorber toute notre vie dans les résidus de l'alimentation sans être malade, ces doses-là, si la dose de départ est plus faible, elles devraient également être plus faibles. Les doses qu'on va retrouver dans l'eau, est-ce qu'il faut les modifier ou pas? Donc il y a tout un édifice qui est bâti là-dessus. Donc on va essayer de taper sur ce clou-là, et c'est l'enjeu du recours européen que l'on a lancé et qu'on est en train de boucler. On a jusqu'au 30 novembre pour finir de répondre à l'EFSA. Moi, je vous donnerai les précisions s'il le faut. Mais en gros, c'est un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne pour contester la réautorisation du glyphosate au nom de l'absence d'évaluation de la formulation complète. Ce qu'on vise derrière le glyphosate, c'est le processus d'évaluation. Voilà. Si vous n'êtes pas trop saoulés, je vais vous parler de perturbateurs endocriniens. Le nom de notre association, d'ailleurs, je vous ai dit qu'on s'appelait Alerte des médecins sur les pesticides, et les perturbateurs endocriniens. Donc il faut bien que j'en parle, sinon ça ne va pas. Alors, les perturbateurs endocriniens, c'est quoi? Ça peut être des molécules très diverses, et celles-là, elles vont perturber des fonctionnements du système endocrinien, remplacer endocrinien par hormonal, ça veut dire la même chose, en agissant sur la synthèse de nos hormones, sur leur transport dans notre organisme. Il suffit de modifier les protéines de transport, et puis vous avez un petit peu plus de forme libre, ou un petit peu moins. Sur l'endroit où elles vont agir, les hormones, elles agissent un peu comme des clés qui vont rentrer dans des serrures. C'est un peu schématique, hein. Très schématique, mais enfin bon, pourquoi pas.
Donc, des fois, une molécule va se mettre à leur place. Des fois, c'est un peu plus compliqué, mais bon. Ou même sur leur dégradation. C'est-à-dire, si vous dégradez un peu plus doucement les hormones, ben, leur taux va s'accumuler un petit peu. Et les hormones, ce n'est pas des choses qui agissent au kilo à l'hectare, hein. C'est vraiment du peanuts de peanuts. Pour vous donner un ordre d'idée, les estrogènes en phase d'activité génitale, c'est pincée de sel dans une piscine olympique. Olympique, hein, pas une piscine de 25 mètres, et oh. Donc une piscine olympique, toute petite pincée de sel. Donc allez le trouver, quoi. D'accord. Mais ça c'est le niveau d'action d'une hormone. Donc ça ne se perturbe pas avec des produits qui agissent au kilo ou qui agissent au milligramme. Ça se perturbe avec des toutes petites doses. Voilà. Alors, ce n'est pas la dose qui fait le poison, mais le moment d'exposition à ces substances, la grossesse, la petite enfance, la puberté. Pourquoi? Parce que pendant la grossesse, les hormones jouent un rôle considérable. Les hormones, c'est essentiellement un système qui va réguler quoi? Qui va réguler nos gènes. Ok? Parce qu'on dit toujours que c'est dans le génome qui est le problème, mais pas que. Il y a aussi dans la régulation du génome. Et donc les hormones vont réguler nos gènes. Et s'il y a des moments où c'est très important de réguler, c'est bien pendant la vie intra-utérine, c'est bien pendant la petite enfance, parce que les gamins n'est-ce pas tout à fait finis, vous l'aurez remarqué, et ça va jusqu'à la puberté. Après, c'est pas que ça n'a aucun rôle, mais ça a des rôles moins forts en termes de développement. Ok? Et il y a une possibilité d'effet cocktail avec ces produits qui fait que, mais c'est peut-être pas propre aux perturbateurs endocriniens, mais qui fait que si vous mettez, avec un perturbateur endocrinien, on a l'habitude de dire 1 plus 1 peut faire 3. Il n'y a pas besoin d'être bon en maths pour s'intéresser aux perturbateurs endocriniens, c'est un avantage, c'est déjà ça, mais ça a quelques inconvénients. Bon, 1 plus 1 peut faire 0 aussi. C'est quelque chose qui peut être assez imprévisible. Et quand je vous ai dit que ce n'est pas la dose qui fait le poison, c'est parce qu'on a tous en tête ces courbes où quand vous montez la dose, eh ben, l'effet toxique augmente. Mais là, ça peut être autre chose. Ça peut être un effet à faible dose, un effet qui baisse à dose moyenne et qui augmente avec des doses plus fortes. Ou bien ça peut être l'inverse, quelque chose comme ça. Un U renversé, c'est assez courant. Donc si vous faites votre test avec une forte dose, vous ne voyez rien, vous dites « vas-y petit », il n'y a rien, ce n'est pas la peine d'aller voir plus bas, puisqu'à forte dose, il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est la toxicologie classique. Donc les perturbateurs endocriniens, ils ont foutu un peu le bazar dans ce truc-là. Voilà, alors, attendez, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ce sont des substances qu'on retrouve partout, mais particulièrement chez nous. Alors il y a eu des études faites par Esteban, c'est Santé publique France qui a organisé ça en 2019, imprégnation généralisée de la population par 6 classes d'agents chimiques. Alors les perfluorés, les phtalates, les bisphénols, les parabènes, les éthers-de-glycol, les retardateurs de flamme, je vais vous dire où on les trouve. Et en 2021, il y a une contamination généralisée par les pyrétrinoïdes, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et je vous rappelle qu'il y avait un niveau de preuve élevé avec les troubles du neurodéveloppement par l'INSERM. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, toutes les femmes enceintes sont contaminées par les pyrétrinoïdes. Mais ça fait frémir personne. Alors que l'INSERM dit il y a un niveau de preuve avec les troubles du comportement de l'enfant. Et les troubles du comportement de l'enfant, ils augmentent. Mais on nous dit mais non, mais c'est multifactoriel, c'est le temps passé devant les écrans. C'est vrai, mais l'un n'excuse pas l'autre. Je veux dire, c'est juste ça qu'il faut comprendre, quoi. C'est-à-dire, quand vous avez mis en évidence une cause, ça n'annule pas les autres. Et les pyrétrinoïdes ont leur rôle dans cette histoire, comme les écrans, comme d'autres facteurs plus sociaux, sûrement. Voilà. Alors, on en trouve où? Ça, c'est une diapo de l'Institut national du cancer. Alors, je l'adore parce qu'on n'y voit rien, mais ce qui compte, c'est de voir Institut national du cancer. 1, ça fait sérieux, mais 2, l'Institut national du cancer, ce n'est pas les plus ouverts sur le plan de la santé environnementale. Hein. Alors eux, ils sont assez... ils sont plutôt circulés, il n'y a rien à voir. Mais là, ils ont fait un truc qui n'est pas trop mal. C'est-à-dire, ils nous disent, les phtalates, qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on va les trouver? Les phtalates, c'est tout ce qui rend les plastiques mous. Alors quand vous avez un plastique mou, il y a des phtalates dedans. Pas plus compliqué que ça à comprendre. Quand vous utilisez des barquettes en plastique un peu molles
pour les mettre dans votre micro-ondes, ce que vous faites, c'est que vous chauffez des phtalates et donc vous les libérez dans l'alimentation parce que ça se libère à température 39 degrés, 37 degrés notre température corporelle, vous allez libérer les phtalates qu'il y a dans les plastiques. C'est bien fait quand même. Voilà, donc les phtalates, vous allez les trouver là-dedans. Vous allez les trouver dans les tubulures de perfusion. Eh bien oui. Vous allez trouver des parabènes. Alors les parabènes, c'est des trucs qu'on va trouver dans les cosmétiques, beaucoup. Bon, on en trouve aussi dans les médicaments. Les perfluorés, on en a parlé beaucoup. On trouve ça dans des textiles imperméables, on trouve ça dans des, dans des peintures, et puis surtout dans les poêles anti-adhésives, là, les poêles Tefal pour ne pas les nommer. D'accord ? Là, c'est pareil. Quand vous chauffez, ça libère. Quand vous rayez, ça libère encore plus. Donc, vos poêles Tefal, déchetterie. Alors, et il va y avoir les restes de pesticides, tous les insecticides de la maison. On a déjà les poêles Tefal à mettre en priorité. Alors, dans les perturbateurs endocriniens, vous avez des pesticides, bien sûr. On estime, alors, au doigt mouillé, mais qu'il y a en gros plus de la moitié des pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens. Des formaldéhydes, les formaldéhydes, ça va se retrouver dans les cols qui servent à... Dès que vous achetez, vous attendez un bébé et vous dites « Waouh, on va refaire la chambre du bébé, on va acheter du beau petit mobilier. » Puis ça sent le neuf, c'est super. Ben ouais, mais ces trucs-là, voilà. Donc les formaldéhydes, vous en avez dans tout le mobilier neuf. Et les retardateurs de flamme, vous avez ça. Quand vous achetez une bagnole et que ça sent bon le neuf, ça sent les produits bromés, qui sont des retardateurs de flamme. C'est heureux, vous me disiez, en tout cas, vous me diriez en cas d'accident, mais bon, tout ça fait que toutes ces imprégnations font que 100% d'entre nous hébergeons tous ces produits dans nos organismes, même si on n'a pas de voiture neuve. Faible dose, je l'ai dit, mais grands enjeux, parce que les expositions aux perturbateurs endocriniens, ça contribue à l'épidémie moderne de maladies chroniques dans 4 domaines particulièrement. Les troubles de la fertilité, les troubles du métabolisme, c'est-à-dire l'obésité, enfin le surpoids, l'obésité et le diabète de type 2, certains cancers hormonodépendants comme le cancer du sein ou le cancer de la prostate, et puis sur des troubles du neurodéveloppement, dont je parlais tout à l'heure avec les pyréthrinoïdes. Alors, ah tiens, ça sort d'un seul coup. Normalement, il y avait que le dessin qui sortait. Alors, je vous lis le dessin quand même pour ceux qui ne peuvent pas le lire. En fait, les perturbateurs endocriniens, je vais vous faire un petit mot de réglementation. Il devait être... le règlement pesticide est vachement bien puisqu'il stipule qu'ils vont être éliminés. Ils n'ont pas leur place. Ils n'ont pas leur place sur le territoire européen. Donc, alors, la définition des perturbateurs endocriniens devait être donnée avant fin 2013. Il a fallu attendre 2018, mais ça y est, c'est fait. Et donc, il y a une nouvelle définition. Et donc, le dessinateur du Monde disait « Nous sommes tombés d'accord sur une définition commune. » C'est quand même bien. Donc, 2018 au lieu de 2013. Un perturbateur endocrinien est une molécule dont la concentration maximale ne doit entraver en rien la santé de l'industrie chimique. Voilà. Alors, de façon un peu plus sérieuse dans le règlement, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un niveau de preuve extrêmement élevé. C'est-à-dire, on a mis le niveau de preuve qui est nécessaire à une étude d'intervention. C'est-à-dire, moi, si je vous prescris un médicament... Je vais vous donner un médicament, que ce soit pour combattre une maladie, ou pire, comme prévention. Eh bien, en termes préventifs ou en termes de curatifs d'une maladie, le niveau de preuve de l'action de ce médicament et de ses effets secondaires doit être extrêmement fort. Parce qu'on vient intervenir chez un sujet qui n'a pas besoin qu'on aggrave ses ennuis, de façon simple. Alors qu'en prévention, c'est-à-dire que là, on en est à chercher les effets secondaires des perturbateurs endocriniens. Quand on cherche les effets secondaires d'un médicament, on ne demande pas un niveau de preuve aussi fort que pour son intervention, c'est-à-dire que pour ses effets, si vous voulez. On va se contenter de oulala, il y a peut-être un lien avec certains trucs, là c'est pas complètement prouvé, il est peut-être nécessaire qu'on prenne quelques précautions, qu'on réduise la dose ou qu'on ne le mette pas sur le marché.
Et donc on est dans ce cadre-là, on est dans le cadre des effets potentiellement induits par les perturbateurs endocriniens. Eh bien, pour faire la preuve de ces effets induits, on a mis le niveau de preuve d'une intervention quasiment médicamenteuse. Et donc ça, c'est aberrant. Et du coup, ça a donné des résultats sensationnels, c'est-à-dire que depuis 2018, je crois qu'il y a une, peut-être 2 molécules qui ont été concernées par le problème, qui ont donc été retirées pour leurs effets perturbateurs endocriniens. C'est vous dire l'efficacité du truc. Alors, il y a un autre règlement qui a été révisé en 2023. Ça, c'est un élément positif. Mais ça ne vous parle pas du tout, personne n'en a parlé. C'est le règlement CLP, ça ne vous dit rien. C'est un règlement européen CLP, c'est la classification donc, des dangers et puis l'étiquetage sur les logos qu'on voit. Eh bien, grâce à ce règlement qui a évolué, la caractérisation des perturbateurs endocriniens va maintenant concerner pas seulement les pesticides, mais les jouets, certains composés de l'industrie, des plastiques, etc., les textiles, mais seulement à partir de 2025. Et avec 3 niveaux de preuve, c'est-à-dire on va arrêter ce niveau de preuve certain, là, avec des niveaux de preuve de folie, et il y a maintenant, comme pour les cancérigènes, la possibilité de reconnaître le niveau de perturbation endocrinienne suspectée. Ce n'est pas encore en œuvre, ça devrait être en œuvre en 2025. On verra si il passe l'hiver, parce qu'on attendait des choses, on attendait des évolutions concernant REACH. REACH, c'est la grande réglementation concernant les produits chimiques qui ne sont pas des pesticides. Et il y avait une révolution qui était attendue, c'est qu'on agisse par famille chimique. Par exemple, les perfluorés, là, ce qui tapissent les poils, il y en a plusieurs milliers. Donc, vous interdisez le PFOA, ça ne pose aucun problème. On vous met du PFOS. On a interdit le bisphénol A dans les biberons des gamins. Ouais, on a mis du F et du S. Et les études ont mis 10 ans pour vous montrer que le F et le S, c'est la même saloperie que le A. Mais par contre, eux, ils restent sur le... Et donc, comme ça, on peut aller au marché du coin avec un petit ticket sur lequel il y a marqué sans bisphénol. A. Évidemment, il n'y a pas le A, mais il y a les autres. Donc, la question d'interdire par famille chimique est une question extrêmement importante. Et bien celle-là, elle n'a pas passé l'hiver dernier. Donc REACH a été torpillé l'hiver dernier. C'est passé comme ça, comme une lettre à la poste. Je ne pense pas que ça ait fait la une des gazettes. Le CLP a été voté. Est-ce qu'il passera l'hiver? Est-ce qu'avec la nouvelle majorité, est-ce que tout ça, ça va rester? Le règlement, il y avait un 3e règlement qui était en jeu, c'était le règlement SUR concernant les pesticides. C'était la stratégie de la fourche à la fourchette. Il y a eu, c'était dans la ligne de mire du gouvernement américain depuis très longtemps, et ils ont eu sa peau, et les lobbies européens de la chimie et de l'agriculture ont eu la peau de ce règlement aussi. Donc il nous reste le CLP, je ne sais pas si... Il nous reste toujours le règlement pesticides 2009, mais on n'a pas les évolutions. Voilà. Alors moi je voulais vous parler des coûts. Peut-être que... Est-ce que quelqu'un a l'heure, que je sache s'il faut que j'accélère? Ah oui, ça fait un moment que je cause. Bon, je vous passe les coûts alors. Non, si. Je vais vous parler de ça. Et je ne sais pas si vous avez vu, mercredi 13 novembre. Ce n'est pas une erreur, c'est pas une faute de frappe, c'est demain. Demain, vous en avez parlé, il y a une conférence de presse des 40 mutuelles pour remettre au Premier ministre un courrier dans lequel, que vous avez détaillé tout à l'heure. Pour la 2e fois. Oui, parce qu'entre-temps, le Premier ministre a disparu. Et dans ce courrier, je vous ai mis 2 extraits sur les coûts. Alors, je le lis. Aujourd'hui, 23 millions de Français souffrent d'une ou plusieurs maladies chroniques telles que le cancer. D'après l'adresse, le dynamisme de ces affections de longue durée s'expliquerait à 55% par le vieillissement de la population. Mais du point de vue scientifique, ce constat n'a aucun sens. Le vieillissement de la population, c'est un révélateur des facteurs de risque. Ce n'est pas en soi
la condition nécessaire pour qu'une maladie arrive. Donc expliquer tout par le vieillissement, c'est insuffisant. Le rythme actuel des dépenses de santé, hors impact climatique, lié aux fortes chaleurs, au risque de zoonose, et qui pourtant vont exploser, à la multiplication en cours des cas autochtones, en dehors de ça, le rythme actuel des dépenses de santé devrait conduire d'ici 2030 à une augmentation minimum de 20% des prestations versées par nos organismes mutualistes, et donc des cotisations, et de 24% du coût des ALD pour l'assurance maladie. Ça, c'est le contexte. Pour ce qui est des pesticides, selon l'étude BASIC, qui est une étude faite par le CCFD et une autre association qui s'appelle Polynis, je crois, l'estimation du coût du traitement des seules pathologies reconnues en maladie professionnelle agricole, donc, ça coûte 48,5 millions d'euros par an, donc c'est peanuts. Non mais c'est vrai, c'est peanuts vraiment. Chaque année en France, mais il ne se passe rien en matière de pesticides. Vous avez 50 nouveaux cas qui sont déclarés à la MSA pour la maladie de Parkinson et 40 cas d'hémopathie maligne. Hémopathie maligne, c'est les lymphomes non-Hodgkiniens, les myélomes dont je parlais tout à l'heure. Pas grand-chose. Or, il y a eu un fonds qui a été créé, qui s'appelle le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, qui fait une espèce de guichet unique. Ils ont fait, avant leur création, une estimation du nombre de victimes. C'est 7 à 10 000 pour la maladie de Parkinson, et c'est autour de 3 000 pour les hémopathies malignes. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes chiffres. Bien, c'est parce qu'il y a, et on le sait, plein d'études sociologiques l'ont mesuré, il y a une forte sous-estimation et sous-déclaration des maladies professionnelles agricoles. C'est-à-dire que dans le milieu agricole, ce n'est pas très bien vu d'aller demander reconnaissance de son cancer de la prostate pour exposition aux pesticides qu'on a soi-même décidé d'utiliser sur sa ferme et auquel on a exposé toute sa famille. Et il faut bien reconnaître que c'est une position un peu délicate. Donc il y a une sous-déclaration extrêmement forte. Ça a été mesuré, par exemple, il y a l'hôpital d'Avignon, il y a le service d'hémato, enfin des maladies du sang. Ils se sont penchés sur cette question et tous les gens qui ont consulté pour un lymphome, tous ceux qui ont été traités, avaient un entretien avec 2 sociologues qui essayaient de reconstituer leur parcours d'exposition professionnelle. On peut avoir été salarié agricole puis avoir fait autre chose dans sa vie. Et ils ont montré qu'il y avait, alors, moi je ne retiens jamais les chiffres, je crois qu'il y avait les 2/3 des gens qui passaient là qui avaient une origine professionnelle, pas que agricole, et qui n'étaient pas demandés a priori. Donc les 2/3. Alors c'est pas étonnant pour le lymphome, la littérature n'objective pas de causes en dehors des causes toxiques. Mais bon, 2/3 des lymphomes n'auraient pas été, il n'y aurait pas de démarche volontaire de reconnaissance en maladie professionnelle. Donc il y a une forte sous-estimation. Et pour la population générale, vous ne saurez pas, parce qu'il y a un travail en cours actuellement par la Cour des comptes. Les coûts sanitaires des perturbateurs endocriniens, ils ont été estimés, je vais vous le faire vite, par un rapport qui s'appelle Domenech-Slama. Madame Domenech, c'est une spécialiste c'est une endocrinologue, et Slama, c'est un épidémiologiste. Donc ils ont estimé, à partir des travaux d'un économiste, que la fourchette, ça serait entre, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, entre 22 milliards et 196 milliards d'euros par an pour l'Europe. Les perturbateurs endocriniens que je viens vous citer, là, la photo de l'INCA, là, avec tout. Voilà. Comment faire bouger les choses? Et j'ai fini. La première chose, ça va être de faire respecter la règle. Pour nous, il y a plein de façons de faire bouger les choses, mais là où nous, on est investi, c'est faire respecter la réglementation. C'est le recours dont je vous ai parlé devant la Cour de justice de l'Union européenne, entamé par Secret Toxique. Je n'y reviens pas, s'il y a des questions là-dessus, j'y reviendrai après. Et puis, il y a une autre façon d'essayer de faire bouger les choses, qui est celle qui sont complémentaires, qui est celle qu'essaye de mettre en œuvre notre association, qui est d'impulser une politique de prévention. J'ai entendu que c'était votre dada. Et cette politique de prévention s'appelle les ordonnances vertes. Qu'est-ce que c'est que les ordonnances vertes? Eh bien, c'est une ordonnance, comme son nom l'indique, qui a pour but de prescrire à toute femme enceinte
2 séances de sensibilisation, d'information sur les perturbateurs endocriniens, donc dès le début de la grossesse, une séance d'information. Je vous rappelle cet exemple qu'il y a eu dans la presse il n'y a pas longtemps, là, où la maman, une dame fleuriste, qui a eu un enfant qui a eu une leucémie, et personne ne l'a informé jamais qu'il y avait un risque, et particulièrement pendant sa grossesse. Or, je vous l'ai montré, hein, c'était dans les niveaux de preuve forts de l'INSERM, le lien avec les leucémies. Ça vous illustre le petit carré rouge là. Donc il faut pouvoir dire à des gens, attendez, dans votre boulot, il y a des trucs, non, non, là il faut on trouve une solution, mais vous pouvez pas prendre ce risque, quoi. Donc il faut voilà, un atelier d'information sur le danger des perturbateurs endocriniens et la possibilité de les éviter dans son quotidien. On n'est pas obligé de repeindre la chambre du bébé, on n'est pas obligé d'acheter des meubles neufs, on n'est pas obligé de changer de bagnole, on est obligé d'amener sa vieille poêle à la déchetterie, ça par contre je vous l'ai dit. Voilà. Donc, et le deuxième atelier d'information, c'est un atelier sur l'alimentation. Et la deuxième chose dans l'ordonnance verte, on prescrit ces 2 ateliers, et on prescrit une deuxième chose qui est la fourniture d'un panier de fruits et légumes bio hebdomadaire du début de la grossesse jusqu'à la fin. Donc c'est ça une ordonnance verte. On prescrit ces 2 choses. Alors, ça repose sur quoi? Éviter les perturbateurs endocriniens pendant la grossesse, c'est dans une stratégie nationale qui s'appelle la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Donc ça fait l'objet d'un consensus, ça fait l'objet de textes, et ça fait l'objet de rapports de l'IGAS, qui est l'Inspection générale des affaires sociales, qui dit que ces textes sont formidables, mais qu'ils ne sont pas mis en œuvre. Voilà. Donc, il y a un consensus sur la nécessité d'éviter absolument les perturbateurs endocriniens. Pourquoi pendant la grossesse? Pour la raison que je viens de vous dire sur les perturbateurs endocriniens, et pour un autre concept qui est la DOAD. La DOAD, c'est l'acronyme anglais qui signifie l'origine développementale des maladies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant la grossesse, un certain nombre de stress, pas seulement chimiques, ça peut être des stress affectifs ou autres, vont entraîner des conséquences à long terme sur le développement de l'enfant. Par exemple, on l'a montré chez les petites souris, vous exposez vos souris, vous leur donnez aux unes un régime proche de celui le régime fast-food chez nous, et puis, peut-être même pas fast-food, hein, un régime proche du régime moyen français, et les autres, vous les carencez. Au contraire, vous les carencez. Et vous regardez ce qui se passe sur la portée suivante. La même chose, augmentation des obésités, dans les 2 cas, et augmentation du diabète. Donc vous avez un trouble métabolique induit par l'alimentation. Je ne parle même pas là du bio ou du pas bio, je parle évidemment là c'est pas bio. Mais donc ça c'est uniquement, et ça a été montré chez l'homme à partir de cohortes de suivi à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Hollande. Donc on le sait. Ces choses-là ont des preuves chez l'homme, ont des preuves chez l'animal. Donc le concept c'est l'origine développementale des maladies. Et pourquoi un panier bio? Parce qu'il va falloir essayer de compenser, de fuir ces 2 choses-là, et puis en même temps, d'avoir une action sur la biodiversité. Pourquoi? Parce que je l'ai dit au début, je pense, je n'ai pas toutes les preuves, on ne sait pas tout, c'est un puzzle qui se complète, mais je crois qu'on peut être certain que si on continue de détruire la biodiversité comme on le fait, on va évidemment avoir un retour de bâton un peu fort. Donc, agir là-dessus, localement, ça permet aussi d'agir au niveau de l'économie locale. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on rassemble des soignants qui sont d'accord pour proposer ça, et pour aller interpeller leur maire, leur président de Comcom, le président du conseil général, des mutuelles. On l'a fait vers chez nous, pas pour... alors, le maire, le conseil général, machin, tout ça, c'est pour payer les paniers. Et chez nous, les mutuelles vont sans doute intervenir sur l'aspect animation des ateliers d'information dans des endroits un peu loin du CHU. Nous, au CHU, les ateliers se font déjà. Ce qui ne se fait pas, c'est la fourniture du panier bio. Mais en dehors de Limoges, il n'y a pas de... Moi, je suis de Limoges.
En dehors de Limoges, il n'y a pas d'atelier d'information. Les femmes ne vont pas faire 50 bornes pour aller passer une heure de... Voilà. Donc l'idée, c'est aussi de... Voilà. Donc, ce qui nous a plu là-dedans, c'est la municipalité de Strasbourg qui a mis ça en œuvre il y a 1 an et demi. Et ce qui nous a plu, c'est le fait d'être obligé de mobiliser des acteurs très différents sur un territoire. Et voilà, les soignants n'ont pas la réponse à tout sur cette affaire-là, mais il est important qu'ils viennent poser la question. Et puis ensuite, il faut tricoter ça avec les réseaux d'agriculteurs bio du coin et les élus locaux. Voilà, ce qui me permet de finir pour une fois sur une note qui n'est pas trop négative. Merci de votre attention. Merci à tous. Alors, au niveau des questions, il faut que vous ayez le micro, m'a dit M. Bidard. Donc, on les doigts et on va vous passer le micro. Oui, je me présente, je suis agriculteur, donc utilisateur de pesticides, enfin anciennement puisque maintenant je suis passé au bio. Je suis convaincu de mon passage au bio, mais je m'en excuse, j'ai traité pendant 30 ans sans le savoir des toxiques. Bon, on le savait, mais on me disait c'est pas très méchant, il n'y a pas de preuve, enfin, j'avais dit quoi. Et aujourd'hui, je m'étonne, je suis passé en bio assez récemment, en 2016, et je m'étonne que la loi Egalim ne soit toujours pas appliquée, parce qu'on est en train de crever les bio. Oui. J'ai un collègue qui est passé en bio en même temps que moi, il m'a dit je suis désolé, cette année je repasse en conventionnel, à contre-cœur, mais je ne peux plus tenir. J'ai des emprunts à rembourser et je suis désolé. Alors il faudrait qu'il y ait une volonté politique derrière, mais tant qu'il n'y a pas de volonté, je pense que c'est mort d'avance. Alors, moi je partage complètement ce que vous dites. La loi Egalim, pour que tout le monde sache ce que c'est une loi qui prévoyait, arrêtez-moi si je dis des bêtises, hein, minimum 20% de bio dans les cantines et 50% de bio et local, dont 20% de bio. Voilà. Notre idée sur les ordonnances vertes, c'est... Alors, attendez, d'abord, le rapport de force politique, effectivement, actuellement, il est pourri. C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas attendre grand-chose des décisions ministérielles. Les rapports de force internationaux ne sont pas bien meilleurs. À un moment donné, ce qui se passait en Europe contrebalançait un peu. Enfin, ça nous servait un peu de levier. Or, depuis le désengage du règlement Sud, bon, là aussi, le rapport de force s'est inversé. Et donc, notre idée on s'était demandé, nous, médecins, si on n'allait pas, enfin, au lieu de lancer cette campagne sur les ordonnances vertes, si on n'allait pas faire un truc sur les cantines. Et puis, comme par fainéantise, et puis parce que c'est plus complexe, on a préféré commencer, entre guillemets, petit, c'est-à-dire, mais le but est le même. C'est-à-dire, le but pour nous, avec les ordonnances vertes, c'est d'aller en discuter tranquillement avec un élu local ou des élus locaux et faire comprendre le truc, quoi. En espérant qu'à ce niveau-là, on dépende moins de stratégie politique nationale et qu'on arrive à bouger un petit peu les choses. Et alors, c'est de la stratégie des petits pas, hein, moi, je ne sais plus ce qu'il faut faire, d'autres, en espérant que ce petit peu qui bouge sur les ordonnances vertes, enfin, ça serait quand même déjà pas si mal, hein, ça voudrait dire que les soignants, ils prescrivent de bouffer bio. Je veux dire, ça mettrait quand même un coin dans le raisonnement général. Mais en termes de volume, c'est peut-être pas suffisant évidemment pour soutenir la filière bio, qui en a grandement besoin. Mais en tout cas, ça peut initier, enfin nous, ce qu'on espère, c'est que ça initie un travail local, et des échanges locaux et des bouleversements locaux à partir de ça. Ce qui me conforte, c'est que depuis qu'on l'a lancé, c'est-à-dire en juin,
on a été contacté par des groupements d'agriculteurs biologiques qui essayent de faire bouger justement et qui trouvent que c'est un excellent vecteur pour faire bouger localement. Alors ça ne répond pas tout à fait à votre question, mais voilà. Autre question? Il y avait une question là. Oui, je me présente. Alors, je suis à leur métier en bio 6 mois depuis 2010. Et avant d'être officiellement en bio, 10-12 ans avant, j'avais déjà supprimé presque tous les traitements phyto. Il y a une chose qui me gonflait énormément, c'était d'être la pulvée. Bon. Le problème qu'il y a par rapport au bio, par exemple, c'est déjà le manque d'ambition agricole. On a une profession qui ne défend pas le bio aussi, par devant, peut-être pour la vitrine, pour faire beau, pour la communication, mais l'agriculture est gérée de manière monopolistique par un syndicat qui se fout du bio ou qui utilise la communication du bio pour faire bien. Mais il y a un certain nombre d'années, on a supprimé l'aide au maintien des bio, personne n'a bougé. Alors si on vous fait des belles présentations, mais bon, on a pompé les aides au bio pour les refiler dans un système qui s'appelle le HVE, haute valeur environnementale, qui est une foutaise totale. Alors il y a des vrais HVE, c'est vrai, comme il y a des vrais bio, oui, mais le bio n'est même pas assez sévère dans certains cas, on ne va pas rentrer dans le détail, mais bon, il y a une grosse politique de conversion au bio qui était une lubie, entre guillemets, politique nationale. On a incité des paysans à passer au bio alors qu'il n'y avait pas le marché. Ça se demandait si la profession n'a pas voulu elle-même sabrer le bio. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Hein. Bon, il faut voir la réalité comme elle est. Après, pour ce qui est des maladies, pour revenir au sujet vraiment de la conférence, je ne suis pas d'accord avec toi. Les paysans ne sont pas victimes des pesticides. Ils sont victimes de leur idiotie. Je veux bien qu'on dise ça, victimes des pesticides, les paysans des années 50-60 qui n'avaient fait aucune étude. Actuellement, depuis de nombreuses années, aucun paysan n'a fait aucune étude. Ils ont tous passé, moi je vais avoir 62 ans demain, je suis passé par l'école d'agriculture, 5 mois, pour ne pas la nommer, qui était une très bonne école d'agriculture. Mais le problème, c'est que tous les paysans qui ont fait des études, ils ont fait de la chimie, ils ont fait de la biologie, de l'agronomie. Ils savent quels produits ils utilisent. Sur tous les produits, les bidons, il y a H300 et quelque chose, H300, nocif pour les milieux aquatiques, irritant pour les yeux, très mauvais pour cela. Vous parliez tout à l'heure des néonicotinoïdes et des deltamétrines. Ils seront tous classés CMR. Tous les paysans le savent. CMR, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire cancérigène, mutagène, reprotoxique. Et ce n'est pas classé CMR par des associations écolo-bobo. C'est l'ANSES, c'est l'INRA, c'est l'INSERM. Donc, ça, les paysans le savent. Donc, de dire que les paysans sont victimes des produits phyto, je ne suis pas d'accord. Ils sont victimes de leur idiotie. Je suis peut-être un peu vache en disant ça, mais on est conscient de ce qu'on fait. On est responsable de ses actes. Et il y a aussi un problème, c'est l'inaction, entre guillemets, d'un certain nombre d'organismes, la MSA, qui n'aime pas très communiquer à ce sujet. Hein. Je vois bien une petite souris qui est dans les tiroirs ou dans les ordinateurs. Vous avez le SDDEA, qui ne fait pas ce qu'il faut, il devrait pester. Tu vois, dans l'Aube, il y a beaucoup de bassins de captage qui ne sont plus au nord, dans le nord-est au bois. Qu'est-ce que le SDDEA fait? Ben, il ne bouge pas. Si, on fait comme il y a eu une convention de signer entre la Chambre d'agriculture et le SDDEA fin février ou début avril ou début mars 2020, c'était juste avant le confinement, pour, je reprends les termes du président de la Chambre d'agriculture,
c'était pour identifier les captages négatifs et, j'adore cette phrase, reconquérir la ressource en eau. C'est le même principe que ça, un gouvernement qui a un problème, il demande un rapport. Alors qu'on connaît la cause, on connaît les effets, on connaît la solution. Le problème de tout ça, c'est un syndicat qui a des tentacules un peu partout et qui fait qu'on ne peut rien bouger. On parlait de l'Europe, l'Europe avec tous les lobbies, c'est une vraie mafia. Il faut dire les choses comme elles sont. Et le premier problème de tout ça, c'est l'agriculture. À propos des pesticides, c'est elle-même. Ça ne veut pas bouger. Et puis il n'y a pas assez de gens qui osent dire la vérité. Alors je ne vais peut-être pas me faire que des amis, là, mais je dis la vérité. Et je suis à la Chambre d'agriculture. Alors pour être franc, je suis, l'élu de la conf. Je ne suis pas là au titre de la conf, je suis là au titre de personnel. Je dis ce que j'ai envie de dire, c'est pas toujours les. Même si je suis en désaccord avec la conf, je le dis. Voilà. Et ça sera très dur, je vous souhaite bien du courage, mais ça sera très dur de faire évoluer l'agriculture là-dessus. Non, je n'ai pas de commentaire à apporter particulier, je suis d'accord. Je suis un ancien fournisseur de produits phytosanitaires. Depuis quelques années, je me suis converti vers le bio. J'essaie de vendre le conseil du bio et de la biodynamie. Et je suis confronté à un blocage énorme. Il est impossible pour les agriculteurs de se convertir vers le bio. C'est extrêmement difficile. Vous l'avez expliqué par plusieurs témoignages à l'instant. Je peux vous donner un exemple. J'ai participé à une assemblée générale d'une coopérative dans la Marne dans les années 2010, 2015, je ne sais plus, au moment de l'Ecophyto 2. Il y avait Guy Paillotin qui a été invité. Guy Paillotin, certains connaissent, c'est une personnalité quand même très, très importante du monde agricole, ancien patron de l'INRA, et il a été nommé par le chef d'État dans ces années-là comme rapporteur justement du programme Ecophyto 2. Et il a exposé à l'Assemblée générale de cette coopérative le nouveau plan Ecophyto 2. Et puis en conclusion, il leur a dit, bon, bah, allez, soyez pas trop stressés quand même. Il faut surtout, vous, les agriculteurs, que vous fassiez de la communication, que vous montriez que vous faites des efforts, quitte à faire des manifestations, faire parler de vous un peu à la télévision, et puis la société civile vous comprendra, elle vous suivra, et voilà. C'est quand même extraordinaire d'entendre un témoignage comme celui-là, quoi. Voilà. Je vous remercie. Pardon, j'oubliais ce tout petit détail. Pourquoi les agriculteurs ont tant de mal à se convertir vers le bio? Un tout petit exemple, le prix du blé depuis un siècle a été dévalué de 90%. Pour cette simple raison-là, de perte de valeur de l'alimentation dans notre budget, toutes les solutions sont, de mon point de vue, imposées au monde agricole d'utiliser des artifices qui ne seraient pas forcément tentés d'adopter quand ils ne le connaissent pas. Et ça, c'est un phénomène qui a pris une ampleur phénoménale depuis le début des années 50. Et il est facile pour chacun de nous de comprendre que quand on a pris des habitudes, d'une part, quand on est enfermé dans un système économique et socio-économique, d'autre part, faire marche arrière, c'est extrêmement difficile, surtout quand on a des encadrements politiques, comme je viens de citer à l'instant. Donc c'est vraiment un problème de société immense, de mon point de vue. Je peux vous donner un exemple, peut-être, c'est celui qui me vient en guise de réponse, et peut-être de... Dans mon coin, il y a des jeunes maraîchers, il y a quelques années, qui se sont dit « Waouh, la loi Egalim, putain, il faut qu'on se mobilise pour ça ». Donc ils étaient 11, et ils ont fait appel à l'épargne populaire pour construire un lieu de stockage des produits.
chambres froides et compagnie. Et avec pour but de fournir les collectivités du coin, les cantines, etc. C'est en limite Corrèze-Haute-Vienne. Eh bien, là, c'était une excellente façon de faire, d'amener un peu d'air, quoi, au bio dans le coin, et puis de trouver des débouchés. Qu'ont fait les collectivités? Rien. Et au bout de 2 ans, ils ont 2 ans et demi, ils ont fermé boutique. Et donc il y a toujours ce magnifique lieu de stockage qui sert à rien. Voilà. Bon. Je dis ça, mais moi, c'est toujours un truc qui m'agace. Moi, si je suis plus intéressé par le fait de bosser sur les ordonnances vertes et sur les cantines, c'est à cause de cet exemple-là. C'est-à-dire, je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour... quand ça menaçait juste de se casser la gueule, on aurait dû aller interpeller nos maires. On y est bien allé, d'ailleurs, ça n'a pas changé grand-chose, mais bon, bref. Donc, oui. Oui, je vais essayer de ne pas trop monopoliser. Tu dis c'est très dur, pourquoi il y a tellement peu de paysans qui osent passer au bio? Il y a peut-être le côté économique, c'est vrai. Le problème qui se pose, c'est que aussi il y a de moins en moins de fermes avec de l'élevage. C'est beaucoup plus facile de passer en bio quand on a de l'élevage. Oui. Et où il y a raison, on peut espérer, c'est de changer, c'est dans les lycées agricoles. Il faut qu'on réapprenne aux paysans à travailler, et par le changement de génération, à travailler avec la nature et pas contre la nature. Et je vois, j'en reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, il y a 1 an, l'année dernière, il y a eu le festival écolo. Après, on est pour, on est contre, on n'est pas forcément pour tous. Le festival écolo a été accueilli au lycée agricole de Saint-Onge. Ça a fortement déplu au monde agricole, vous voyez qui je veux dire, à la FDSEA. D'ailleurs, j'ose espérer qu'il n'y a pas eu de contraintes sur la presse, parce qu'il n'y a eu aucun compte-rendu du festival écolo dans la presse. Je me demande pourquoi. Et par le changement de génération, je pense que c'est là qu'il faut, alors ça ne va pas se faire en 1 an, en 2 ans, mais apprendre aux jeunes et de leur dire, aux futurs paysans, qu'il faut travailler avec la nature et pas contre la nature, ne pas la considérer comme un vulgaire support. Et c'est ce qui est fait actuellement, enfin depuis un certain nombre d'années. Et après, bon, il y a le côté un peu des gens qui n'osent pas revenir en arrière. Quand au début j'étais en bio, certains paysans me demandaient qu'est-ce qu'il fallait faire pour passer au bio. J'ai dit les 2 choses principales, il faut vraiment en avoir envie et tu te fous de ce que va dire ton voisin. Beaucoup de paysans, alors tu parlais d'un voisin qui allait repartir au conventionnel parce qu'il a des emprunts, moi je veux bien, bon, il ne faut pas non plus, il faudra peut-être revenir un peu les pieds sur terre, arrêter d'investir à tout va dans du matériel de luxe qui ne sert à rien. Il faut du matériel, mais du matériel qui soit pas luxueux, ça devient aberrant. Et puis il ne faut pas avoir peur de changer. Il va y avoir encore des manifs là, surtout les FNSE, c'est les plus virulentes. Il y a je suis d'accord sur certaines revendications, mais il y a des revendications qui ne tiennent pas. Je suis désolé. Si ça ne va pas, moi à chaque fois j'ai souvent eu des difficultés financières pour différentes raisons, météorologiques, familiales, des mauvais choix. J'ai jamais mis ça sur le compte de l'État, de quoi que ce soit. S'il y a un problème dans sa ferme, c'est déjà de se dire qu'est-ce qui va pas, est-ce qu'il ne faut pas que je change. Moi, en 2010, en une demi-heure, j'ai pris la décision de passer au bio. Et puis j'ai dit après, je vais m'adapter, voilà, c'est tout. Mais oui, il y a l'espoir de ce que vous voulez faire, je pense que c'est dans les jeunes, les nouvelles générations, bien leur faire comprendre le problème. Alors après, une fois qu'ils sont dans le fourbi, c'est pas les
collecteurs, c'est pas les collecteurs de céréales, c'est pas les conseillers, c'est pas tout ça qui vont forcément leur donner les bons conseils. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'ils se rappellent de ce qu'ils ont appris. Alors ça, c'est peut-être pas plus facile. Je voudrais juste souligner qu'il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un an et demi, il y a des producteurs de blé bio qui ont vendu leur blé en conventionnel parce que le marché était saturé. Et je suis un peu étonné à mon avis, dans les discussions qui ont lieu, on peut toujours accuser le ministère, la profession agricole, les OS, les agriculteurs ou autres. On a oublié un paramètre, c'est l'acceptation du consommateur de payer plus cher son alimentation en bio. Ça pose la question de l'inadéquation entre la volonté du gouvernement de monter à 20% en bio, alors que le consommateur il n'est peut-être pas capable, à hauteur de 20%, d'absorber la production bio. Enfin, Prenez plusieurs questions, on en fera une réponse groupée. Non, il y a ici et il y a derrière. C'est-à-dire qu'il est déjà tard. Oui. Oui, vous avez expliqué comment l'agriculture bio apportait une réponse, peut-être pas idéale, mais déjà une bonne réponse par rapport à la santé et des aliments qu'on prend quotidiennement. Alors moi, il y a une chose que je ne comprends pas bien, parce que le bio, il me semble qu'en France, elle représentait à peine 5%. Ça veut dire que la grande majorité des agriculteurs pratiquent, alors là ça a été évoqué, la difficulté pour passer au bio, mais néanmoins il doit rester 95% peut-être des agriculteurs qui font cette agriculture qu'on appelle intensive, et ce sont ces gens-là qui sont les premières victimes, telles que vous l'avez expliqué. Alors c'est-à-dire qu'ils prennent tous les problèmes toxiques, les premiers, puisque ce sont eux qui les répandent, avec les maladies qui en sont induites. On parle aussi du coût des intrants, moi j'ai entendu ça. Pour certaines exploitations, ça représente près de 50%. Et puis alors, on nous dit parfois que le bio aurait moins de productivité, moins de rentabilité. Mais il s'avère que les rapports de la FAO, mais qui datent de très longtemps, estiment qu'entre la récolte et puis la consommation, il y a une perte entre 40 et 50%. Alors ma question, ces 95% représentent une force. Même, on l'a vu lors des dernières manifestations des agriculteurs. Hein. Ils sont largement écoutés par les gouvernants. Je ne dis pas que le politique répond à nos attentes, pas du tout. Mais ça représente une puissance. Alors comment se fait-il, avec tous les risques encourus par ce type d'agriculture, d'une part par les agriculteurs et pour la population, les agriculteurs ne l'ignorent pas, tout ça. Il y a certainement, au moins pour une partie de cette corporation, des intérêts supérieurs à leur santé et à la santé des autres, qui fait qu'il n'y a pas, de la part de cette puissance agricole, une manifestation plus importante. Je voudrais avoir votre avis, simplement. Alors, mon avis, c'est que je pense que les chiffres que j'ai donnés, ça effraie pas la FNSEA. Je pense que même le raisonnement qui est derrière, c'est le dégât du progrès. C'est-à-dire, il faut, si on veut nourrir la planète, vous l'avez bien assez entendu ça, il faut, si on veut nourrir la planète, mais vous pouvez traduire nourrir la planète par être présent sur les marchés mondiaux pour quelques-uns seulement, mais ça on ne le dit pas, il faut donc, pour nourrir la planète, un système extrêmement productif. Et vous avez quelques Parkinson, quelques lymphomes, quelques trucs. Je veux dire, vous avez bien une bagnole et pourtant il y a des accidents de voiture et il y a une pollution induite par les particules fines. Donc, c'est ça le progrès. Donc, c'est facile de faire passer cette idéologie-là. J'y pensais tout à l'heure sur une des remarques, je ne me souviens plus qui disait ça. Enfin, j'aurais opposé ça, moi, à ce que vous disiez. Et je trouve que c'est facile de tenir ce discours-là. Et on nous le tient réellement. Et si vous rajoutez à ça en plus le fait qu'un certain nombre de médecins ou de chercheurs cassent les données INSERM, par exemple. Moi, j'ai entendu une chercheuse, pour ne pas la nommer, la présidente de la Société française d'oncologie pédiatrique, dire qu'il
il n'y a aucun lien entre l'exposition à des polluants et le cancer de l'enfant. Aucun. Alors, voilà, on va essayer de l'abonner à l'INSERM, aux publications, que ça lui... Il va falloir faire un geste pour elle, quoi. Mais bon, voilà. Donc derrière, oui, il y a une... Enfin, moi, ce qui m'avait frappé lors des manifestations en janvier, là, c'est que la réponse, celle qui consiste à donner les normes environnementales et les pesticides en pâture, c'était pas ce que demandaient, enfin, sauf si j'ai rien compris, mais c'est pas vraiment ce que demandaient tous les agriculteurs, c'était pas ça. Et là, on s'empare d'un truc qui est très facile à vendre, entre guillemets, comme je viens de le faire, c'est-à-dire en disant, bah oui, il y a quelques dégâts, qu'est-ce que vous voulez, il y en a ailleurs. Mais pour un système productiviste qui se fout de la biodiversité et qui se fout de la santé humaine au bout du bout. Mais ce qui impacte en premier, c'est la biodiversité. Mais ça, c'est difficile à percevoir, c'est difficile à palper, même à l'échelle d'une exploitation, je pense. Voilà. Donc oui, il y a des intérêts commerciaux qui sont considérables, et c'est ces intérêts-là qui manipulent, y compris les mouvements sociaux comme celui du début de l'année. Merci à vous.